Et si demain monter une start-up ne voulait plus dire créer une équipe, mais au contraire ne pas en avoir, pas de salariés, pas de culture d'entreprise, à peine quelques fondateurs et des intelligences artificielles qui bossent, qui décident et qui scalent toutes seules. C'est le nouveau fantasme de la Silicon Valley, les startups zéro employé. On nous montre des chiffres impressionnants, des croissances fulgurantes avec des équipes minuscules et forcément, ça fait tourner les têtes. Mais derrière les courbes et les annonces à qui à la plus petite, je parle d'équipe, on se pose la question de savoir si nous sommes face à une révolution ou juste un mirage bien marketé. Quel métier la Silicon Valley a-t-elle décidé de remplacer? Quels secteurs sont les plus exposés? Et surtout, est-ce que ce nouveau modèle va s'imposer dans d'autres industries que la tech? Restez jusqu'au bout de cet épisode si vous voulez savoir quoi répondre à vos enfants quand ils vous demanderont si ça vaut encore la peine de faire des études pour trouver un boulot. Bienvenue dans Silicon Carnet, le seul podcast tech français qui parle de la Silicon Valley depuis la Silicon Valley. Mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui on plonge dans un futur du travail où visiblement il n'y a plus grand monde au bureau. J'ai rien compris. Tu veux lancer ta boîte façon Silicon Valley, mais t'as pas le temps ni l'envie de te battre avec l'administration française? Conto est là pour te simplifier la vie d'entrepreneur. Quelle que soit la forme juridique de ton entreprise, Conto, c'est l'offre tout en un qu'il te faut pour te lancer. Accompagnement juridique pour ta création, dépôt de capital, compte pro avec outils de facturation intégrés, pré-comptabilité, tout est 100% en ligne. Et en plus, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est simple, rapide, efficace. On dirait que ça vient de San Francisco, mais non, c'est une start-up bien française et franchement, on les adore chez Silicon Carnet. Et on n'est pas les seuls. Une entreprise sur 5 choisit Conto pour sa création d'entreprise. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante en direct de San Francisco. Cette semaine à mes côtés, Flavie Prévost, c'est elle qui a eu l'idée de cette émission. Salut Flavie. Salut, Solopreneur Forever, évidemment que je suis trop contente du thème de cette émission, Carlos. Comment ça va? Mais ça va super bien. Non mais je disais, c'est toi qui as eu l'idée de cette émission parce qu'effectivement tu nous parles de solo fondeur, de solo entrepreneur, de freelanceur. D'ailleurs, tu as lancé une nouvelle émission, j'ai vu, ça s'appelle Solo Nation sur YouTube, c'est génial. Tu as eu là en plus la gentillesse de m'inviter. Merci. Je t'en remercie. Bah écoute, ça me fait plaisir. Tu vois, je vois cette tendance aussi des start-upers qui se transforment en solopreneurs. Il y a un intérêt aussi à être tout seul, on va en parler, à plus avoir d'équipe qui te font chier toute la journée. Ben justement, quelqu'un qui a décidé de plus avoir d'équipe qui le fait chier à longueur de journée, c'est Angie Ismail, c'est le cofondateur de Fint. Est-ce que je dis encore cofondateur ou t'es vraiment tout seul maintenant sur Fint.com? Il y a eu des changements. Non, je suis pas tout seul, mais il y a eu des changements. Alors pas forcément parce qu'on veut juste être dans la trend de zéro employé, mais juste parce que c'est un état de l'entreprise, on peut faire plus de choses avec moins de personnes et on avait besoin aussi de restructurer l'équipe, de se concentrer sur le marché US. Et en effet, maintenant avec l'IA, on peut faire tellement de choses et notamment dans ce qu'on fait, des agents pour les départements financiers des entreprises. Ouais, et ben en fait, on peut aller beaucoup plus loin en dépensant moins d'argent. Donc autant le faire. Donc tu t'es appliqué à toi-même, comme disaient les Américains, eat your own dog food, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut la manger plus longtemps, je pense, la dog food. Et vous êtes combien là maintenant? Et bah full time, on est 2. Et ça s'approche de 0 cette histoire. On va en parler. J'ai demandé aussi à Stéphanie Tramichek, my favorite bitch. C'est la queen du TikTok Shop, hein, c'est ça? TikTok Shop et médias, newsletters The Talk, hein, qui parle de tout ce qui est TikTok Shop, le nouveau playbook de l'e-commerce dans le social commerce. Et si vous êtes français et que vous avez une marque en DTC, consumer, et que vous voulez vous lancer sur TikTok Shop, suivez-moi ou invitez-moi, je viens vous voir et on crée la roadmap ensemble. Ben oui, faites-le. Je montre là le lien vers le site de Stéphanie. C'est ma copine de San Francisco, Stéphanie. On va voir les Warriors ensemble. On est fans de basket. Retour sur l'épisode de la semaine dernière. Je sais pas si vous l'avez vu. On s'est pris la tête avec mes vieux potes 2020, Cyril Delastéry, Fred Lanier
et Michel Lévy-Provençal. C'était presque un débat React versus moderne sur le futur et 2035 et les prévisions de la Singularity University. C'était un épisode Silicon Carnet comme on les aime, bien piquante. Et moi j'ai juste été hyper vexée que tu dises que les podcasts, ceux qui écoutent en podcast, c'est des vieux quoi. Parce que moi je vous écoutais sur Spotify en marchant comme ça et je me suis dit oula, ça m'a mis un petit coup de vieux. Bon alors si vous êtes vieux et que vous nous écoutez en podcast, pensez à mettre 5 étoiles à ce podcast, il le mérite. Et si vous êtes jeune et que vous nous regardez sur YouTube parce que vous n'avez rien à foutre de vos journées et que vous en avez marre de VP et de jouer aux jeux vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Silicon Carnet. C'est pas de la promo ça. Là je vais gagner des auditeurs, ça c'est clair. En tout cas de l'engagement. Bon, soutenez ce podcast aussi si vous aimez Silicon Carnet. La meilleure façon de soutenir Silicon Carnet, c'est de rejoindre l'Hacienda, c'est le think tank de Silicon Carnet. Vous abonnez à la newsletter de Silicon Carnet sur Substack et vous rejoignez le réseau social privé qui est sur WhatsApp et maintenant sur Discord. Et la communauté organise aussi plein de masterclass online. Il y a même des événements privés. Il y a d'ailleurs un événement qui se passe à Rennes. On appelle ça les Junta. Il y a une Junta sur la cybersécurité et l'IA. Ça se passe à Rennes le 22 avril. Vous savez tout. Allez, l'émission commence. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, donc, Kiki veut du travail avec notre partenaire Digital Selection. On vous parle de Papa in Shape. C'est la start-up qui aide des milliers de parents à reprendre le contrôle de leur corps et de leur énergie. Avec un programme de coaching à distance, alliant sport, nutrition et mindset, et une équipe 100% remote aux 4 coins du monde, Papa in Shape est en pleine croissance et cherche aujourd'hui son ou sa People Director. Je savais pas ce que ça voulait dire. Visiblement, c'est un poste clé pour structurer les RH, faire grandir les talents et cultiver la culture d'entreprise. Toutes les infos sont dans la description. Maintenant, retour à votre épisode. Go yourself. Bon, on va parler de ces startups zéro employé. Elles sont pas tout à fait à zéro, mais elles s'en approchent. Je vais jouer mon vieux compte service, mais moi au début, et même il y a pas encore si longtemps, il y a à peine quelques années, le succès d'une startup, il se mesurait avec le nombre d'employés. En gros, tu recrutais pour scaler et on levait des millions pour embaucher des devs, des sales, des PM, etc. Et c'était encore une aventure humaine, en tout cas une équipe avec une culture. Il y avait même un baby-foot. Mais aujourd'hui, certains fondateurs ici dans la Silicon Valley essaient de nous expliquer qu'ils peuvent faire mieux avec presque pas d'employés, pas de bureau et surtout sans baby-foot. Alors ça, c'est quand même une révolution pour les startups. NJ, est-ce qu'on est face à une vraie rupture dans le monde des startups ou c'est juste un phénomène de mode ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose là? C'est une bonne question qu'on se pose là. Moi, j'aime bien. Après, sur un point de vue corporate, déjà, juste sur un point de vue de la structure de l'entreprise, c'est pas un truc nouveau. T'as beaucoup de structures d'optimisation, que ça soit des holdings, des SCI pour l'immobilier, des cabinets d'optimisation, en gros, qui sont des structures à zéro employé, parce que tu élimines ce qui te coûte le plus cher. Donc cette tendance, en vrai, elle existe depuis un moment. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'IA, ce qui change, c'est que tu vas pouvoir faire plus dans ton produit et donc tu as besoin de moins de gens tout de suite. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les fondateurs de boîtes parce qu'en effet, il y a 10 ans, quand on te demande ta boîte, elle marche, tu réponds ouais, on est 30, etc. Alors qu'en fait, derrière le on est 30, c'est tout un tas de problèmes. Et donc, je pense que c'est à la fois une bonne nouvelle. L'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Surtout dans les entreprises. C'est là où commencent les problèmes. Clairement, manager, ça reste la chose la plus difficile à faire pour les entrepreneurs. Maintenant, moi, je suis plutôt tendance à dire que c'est quand même beaucoup de la communication, beaucoup une trend qui est imposée par les VC aussi. On peut rentrer dans ce détail-là également. Mais toi, tu crois que les VC sont responsables de ça? Je crois que Stéphanie aussi. Un petit peu. À l'époque, à l'époque, on te demandait de dépenser le plus rapidement possible, donc tu devais empocher pour scaler le plus rapidement possible. Mais à un moment donné, en fait, ton hyper grosse, elle stagne parce que la culture, les gens savent plus parler, qui est responsable de quoi, il y a des doublons partout, il y a plus d'efficacité. Et surtout une organisation qui devient manager de 2 personnes, c'est tout ce qui est en train de se passer là, où tout est reflaté là, comment on dit, aplati. Ouais, ça vole en éclats. Voilà, aplati, comme la Terre, voilà. Vous voyez, en rouge, c'est entouré de rouge. Ça, c'est l'Antarctique.
Mais ça, c'est surtout une boussole, là, non? Ouais, alors oui. Comme la Terre, ouais, c'est ça. La Terre devient plate pour certains et les startups aussi. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs, by the way, parce que moi, j'étais passée du corporate aux startups qui scale comme ça sans transition. Oui. Et en fait, je voyais les founders qui levaient, qui recrutaient des énormes équipes directes. Ils voulaient me faire recruter 30 sales, 40 sales. Et je leur disais, mais enfin, moi, je voyais tous les problèmes que ça allait créer derrière en coordination, en management. Quand tu as eu des années de management comme moi j'ai managé 200 personnes, 300 personnes, etc. Je voyais le temps que ça allait prendre. Et surtout, pour moi, un founder, notamment early ou en plein scaling, c'est pas du tout un manager. Donc, il va après se pourrir la vie avec du coup des niveaux intermédiaires tels que tu décrivais, Stéphanie. Et j'étais un peu perplexe aussi sur cette envie-là de se doter d'équipes énormes pour au final se retrouver dans une vie un peu malheureuse de manager au lieu d'être le founder créatif, quoi. Mais je pense que c'est aussi une vanity metric, y compris ici dans la Silicon Valley, même dans les grandes startups comme Google ou Meta, les managers ils se comparent entre eux combien tu as d'employés, combien tu as de personnes dans ton équipe, et plus ton équipe est grosse et plus effectivement tu es important dans l'organisation. Donc il y avait ça aussi du côté corporate dans la Silicon Valley et même du côté startup. Oui, après il faut pas oublier quand même, il y a un point pourquoi c'est vraiment important d'avoir des grandes équipes. C'est quand tu es fondateur d'une boîte ou même manager, arriver à embarquer des gens dans ta vision, surtout dans un écosystème aussi compétitif que la Silicon Valley. Si tu arrives à recruter et à garder des gens, c'est quand même que tu es en train de faire quelque chose de bien. À la fois d'un point de vue humain, tu sais gérer les gens, et d'un point de vue business, a priori, alors il y a tout un tas de boîtes qui ont recruté beaucoup trop et qui du coup burnaient énormément de cash, mais il y a quand même cet impact de se dire bah oui, notre équipe elle est de 2000 personnes et on arrive à gérer ses talents au quotidien. Donc il faut pas oublier ça. Mais en tout cas, moi je suis contente que la tendance de plus de lean, c'est-à-dire d'enlever du gras. Le gras, c'est la vie. Se répandre, parce que clairement, pour l'avoir vécu, moi j'étais toujours en opposition avec des managers qui étaient pour le coup acquis à la plus grosse équipe, un petit peu les barrettes de colonel, et c'est hyper pénible parce que tu savais qu'en gros ils cramaient tout leur budget pour montrer qu'ils avaient le plus d'autorité possible, les plus grosses équipes, et toi derrière tu pensais à la marge de la boîte et tu te disais mais c'est complètement débile, alors qu'on pourrait être plus économe, plus lean, et du coup on ferait plus de profit. Sauf qu'on va le voir, hein, ces startups, elles sont lean, elles lèvent beaucoup d'argent, mais ça veut pas dire qu'elles gagnent et qu'elles ont une rentabilité forte. On va regarder les chiffres dans le détail et on se rend compte que les chiffres sont assez révélateurs. Alors, à l'origine de tout ça, on peut même mettre une date, en tout cas, c'est celle que moi je retiens, c'est celle du 20 mars 2024. C'est Alexis Ohanian qui publie. Alexis Ohanian, c'est un des cofondateurs de Reddit. C'est un mec absolument incroyable, un penseur dans la Silicon Valley. Il est marié à la tenniswoman Serena Williams, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Il est aussi propriétaire d'un club de foot, The Soccer. Pas de foot américain, et c'est aussi un investisseur ici dans la Silicon Valley. Il faisait une interview de Sam Altman le 20 mars 2024 quand Alexis Ohanian interviewe Sam Altman, et là pour la première fois Sam Altman parle de la first single person company to reach $1 billion valuation, c'est-à-dire une organisation avec une personne à l'intérieur qui atteindrait une valorisation de $1 milliard. C'est pas du revenu. On parle bien ici de $1 milliard. Alors moi, à l'époque, le chiffre, bien évidemment, c'est du chiffre putaclic. Tout le monde se dit waouh. Mais quand tu réfléchis, tu te dis mais bon, Musk, il crée une boîte demain, il atteint $1 milliard de valorisation tout seul. Et si c'est une rockstar, ça c'est assez facile. Vous vous rappelez de cette déclaration de Sam Altman et quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça? Moi, je me suis tout de suite dit qu'évidemment, avec l'arrivée des agents IA dans nos organisations, c'était une chance, tu vois. On voit déjà le raise, enfin l'augmentation des freelancers, de l'indépendance, de la liberté, toutes ces velléités, les contractors et tout ça depuis plus de 10 ans. Et là, c'est la possibilité enfin de scaler, même si on est tout seul. Donc voilà, moi j'ai tout de suite été enthousiaste. Par contre, sur la valuation, j'ai un petit commentaire, c'est que effectivement, quand tu es tout seul avec des agents, etc., tu peux rapidement faire du revenu. Mais est-ce que tu crées pas aussi un moment une dette, quelle qu'elle soit, technique, dans les process, etc., à vouloir tout rogner, en fait, à manger le gras un peu partout, qui fait qu'au bout d'un moment, ça va diminuer ta valuation, en fait, ta valorisation. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention entre le mix, entre est-ce que tu veux faire un maximum de revenus,
Est-ce que tu veux faire un exit? Typiquement, moi, je suis solopreneur, je fais un maximum de revenus. Là, je vais faire 500 000 toute seule cette année, mais je valorise pas un exit. Donc, c'est très différent comme jeu, en fait, entre start-up et solopreneur, je pense. Mais justement, tu sais que quand je me suis penché sur ce sujet des startups zéro employé, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, est-ce que dans la Silicon Valley, il y a des petits malins? Parce que toi, tu parles, tu dis, bah, moi, je suis pas freelanceur, je vends pas mon temps, je fabrique des produits. Bah, eux, ils ont été au bout du truc. C'est-à-dire qu'ils ont été même plus loin que toi, Flavie. C'est parce qu'ils ont fabriqué des produits, non pas pour simplement faire du revenu, et en l'occurrence, on voit qu'ils en font du revenu et en masse, mais aussi pour lever de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont au bout du truc, et que finalement, il ne s'agit que de freelanceurs intelligents qui ont fabriqué des produits intelligents, qui ont rencontré immédiatement leur marché, mais qui ne se sont pas arrêtés là et qui ont été jusqu'à lever énormément de capitaux. Il manque une case là dans ton truc. T'inquiète, comment ça se fait que t'aies pas levé 1 milliard? Bah, ça arrive, hein, t'inquiète. Moi, j'ai la communauté, j'ai le produit, j'ai la scalabilité, j'ai les agents IA, là, j'en ai 51. Voilà, je suis en train de tous les T'es sponsorisé par Pernod Ricard, hein, je le rappelle. On va en parler tout à l'heure. Et voilà. Et ce modèle-là, il est pas si récent en fait. Tu vois, là, tu le dates à 2024, mais en vrai, les indie hackers, donc c'est des gens qui codaient tout seuls avec le no-code des logiciels. Bah, c'était déjà il y a 10 ans. Donc, tu vois, on continue sur cette trend, sauf qu'en plus du no-code et des freelancers, on rajoute les agents IA, donc ça va encore plus loin en termes de scalabilité. Stéphanie, ce single person company to reach $1 billion valuation, moi, originellement, il y a 1 an, quand il y a eu ce débat, je pensais aux créateurs, tu vois, à MrBeast, tu vois, c'était des gens comme ça qui me venaient en tête. Et puis aussi, toi, tu travailles beaucoup avec ces gens-là, les TikTok shoppers, tu vois, des gens comme ça. C'est à eux que je pensais, et je pensais pas du tout aux gens comme Engie, par exemple, qui allaient monter des startups, des vrais produits avec une base technologique. Ils existent déjà, ces single person company to reach $1 billion valuation, du côté des créateurs ou des côtés des TikTok influenceurs. MrBeast, mais MrBeast, il est pas tout seul, hein, faut pas se tromper. Ouais. Billion valuation, je sais pas. Mais par contre, il est pas tout seul, mais la valeur, elle est vraiment dans MrBeast. Oui. C'est lui, la valeur. Oui, c'est-à-dire, t'enlèves MrBeast. Ouais. Si t'es bon en business, essaye de t'extraire. Il y a un moment donné, en fait, suivant la taille de ta compagnie, t'as besoin, en fait, de t'extraire. Parce que c'est trop dangereux. Le single, c'est un risque, en fait, qui est connu. Pourquoi les VC, jusqu'à présent, n'investissaient jamais sur des solo founders? C'est que t'as un accident, ta boîte est morte. Donc, il y a énormément de risques, en fait, là-dessus. Par contre, en fait, moi, je recherchais, là, pendant qu'on parlait, en 2018, il y avait déjà un livre qui était sorti sur le 1 million one person business. Et moi, à l'époque, je me disais, ça existe déjà, 2018, ça existe déjà le 1 million, et le next step, c'est le billion. Par contre, comment on y arriverait? Il faut trouver une manière de scaler ton produit. Donc, les infoproducts, ok, mais est-ce que tu peux trouver pour 1 milliard de chiffre d'affaires? Ça peut être dans la vente d'un produit, mais dans ce cas-là, t'as les cost of goods, le coût, en fait, du produit derrière. Ce qui vraiment scale, c'est vraiment la techno, le fait, en fait, d'avoir un SaaS, l'équivalent d'un SaaS ou quelque chose qui scale. Et maintenant, avec AI, c'est pas la question de t'as moins d'employés. Je pense qu'avant, on a déjà créé, en fait, et c'est ce que fait Flavie, on a déjà, en fait, ces méthodes de travail avec plein de freelance autour de soi. C'est-à-dire que le one person business, souvent, il a plein de freelance autour de lui. Il est pas tout seul, mais qui sont pas forcément plein temps. Maintenant, ces freelance, une grosse partie, en fait, est remplacée. Et il y a beaucoup de choses qui peut scaler, qui peut personnalisé, individualisé. Je parle de la pub, par exemple, la pub sur tout ce qui est e-commerce. Maintenant, moi, ce new e-commerce playbook, c'est, par exemple, tu vas devoir faire de la pub pratiquement individuelle pour toucher exactement, en fait, ta cible, pour que la relatabilité, comment tu dis en français, que tu te sens, que tu trouves auprès d'elle soit maximale. Et homme, femme, couleur, âge, et le use case va être différent. Et si tu arrives à scaler comme ça, et il y a que à travers l'AI que tu vas scaler, et tu as besoin d'une petite personne, une personne en fait à quart de temps pour gérer ça. Par contre, là en fait où je pense que, je vais peut-être pas commencer le débat, mais je pense qu'il y a une question de seniorité, de compréhension et de savoir-faire dont on parle pas beaucoup. Mais je pense pas que tu puisses sortir d'école ou même ne jamais aller à l'école et avoir une maturité pour mettre en place ce genre de choses.
Il y a un learning curve, tu as besoin d'un savoir-faire. Et les gens qui vont le plus possible, je crois que quelqu'un qui arrivera à ce $1 billion personne, elle a déjà pas mal d'assets autour d'elle et surtout un énorme savoir-faire pour pouvoir entraîner, guider ses AI, etc. Je sais pas s'il l'avouait, mais bien évidemment que d'ailleurs je sais pas pourquoi j'aurais une sorte de honte à l'avouer. J'utilise l'intelligence artificielle pour préparer les émissions de Silicon Carnet. C'est quelque chose de nouveau depuis plusieurs mois maintenant. Préparer une émission de Silicon Carnet, avant ça me prenait entre 6 et 7 heures. Parce qu'il y a énormément de lectures, de recherches sur Internet parce que les gens pensent que je suis expert sur le sujet. En fait, non, c'est juste que j'ai lu avant l'émission tout un tas de trucs qui ont élevé mon niveau de connaissance qui était ras des pâquerettes avant. Là, je veux préparer une émission sur le quantique. Je suis en train de bouffer des trucs sur le quantique parce que j'y connais rien. Mais avec l'intelligence artificielle, j'utilise par exemple Perplexity pour faire mes recherches sur Internet. J'ai divisé par 3 le temps de recherche et d'ingurgitation d'informations parce que je peux tout d'un coup poser des questions sur cet article. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais attends, là, j'ai pas compris ça, etc. Et ensuite, quand je prends toute cette masse documentaire, que je la mets dans ChatGPT, j'écris un agent dans ChatGPT qui a toute l'expertise de Silicon Carnet que j'ai alimenté avec toutes mes notes d'émission depuis le début de Silicon Carnet et qui sait exactement comment je veux structurer une émission, qui connaît le ton de Silicon Carnet et qui me produit pratiquement un script. Les intros que je fais, elles sont scriptées à 80% par l'intelligence artificielle. Je passe 3 fois moins de temps et j'ai l'impression que le résultat en termes de qualité et la profondeur de mes recherches a été multiplié par 2 ou par 3. Mais pourquoi tu dis que tu devrais en avoir honte? Parce que en fait, il y a un je sais pas, que les gens comprennent pas. C'est pas créé avec de l'IA, c'est créé par le biais de l'IA, mais avec ton input, c'est-à-dire ton framework, ton cerveau, ton jus de cerveau. Et là, il y a un shift qui est en train de se passer chez les freelances, c'est qu'ils vont plus vendre leur temps, ils vont peut-être vendre leur expertise pour paramétrer des outils tels que ces super assistants, super GPTs, pour qu'ils pensent comme eux. Donc en fait, tout le jus de cerveau que tu as généré en 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, on va le retrouver dans tes agents IA. Et les agents IA, si tu as 0 cerveau, 0 documentation, ils sont à chier, donc ça te sert à rien en fait. Tu vas faire du contenu générique. Là, ça veut dire que je pourrais à la limite vendre à d'autres podcasteurs des scripts d'émissions à la manière de Silicon Carnet. Pratiquement, ça deviendrait une franchise. Le milliard. C'est la maison de prod. C'est le principe de la maison de prod. Tu as ton style, tu as ton business. Ouais. Le truc de se dire, on peut faire une boîte à une personne ou à 0 personne qui reach le $1 billion valuation, comme tu l'as dit, en fait, on le voit dans les entrepreneurs stars. Là, on a le cas en ce moment avec les anciens fondateurs ou CTO de OpenAI, tu vois, Mira et Ilya, les deux, ils ont pas de produit, ils ont pas de business. La boîte, elle vaut, je crois qu'Ilya, c'est 32 milliards. Ouais. L'autre, elle fait un round de 2 milliards à je sais pas combien. Donc ça fait penser, tu vois, au transfert de Cristiano Ronaldo où en fait c'est sur la personne. Mais pourquoi? Ça y est, c'est le futur qui parle. Ouais, non, mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait ces gens-là, ils sont capables d'attirer une communauté. En l'occurrence, un Cristiano Ronaldo, il te remplit un stade, et sûrement que Ilya, il te remplit une équipe de 20 super ML engineers. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention parce que la notion de valorisation, tu peux l'avoir très vite. Notamment parce que tu as des VC qui jouent ce jeu de la plus grande valorisation le plus rapidement possible. Ça permet à des VC qui rentrent en pré-seed ou en seed de faire leurs multiples et d'imprimer un retour sur investissement sur la boîte parce qu'ils sont rentrés eux à 5 millions, 20 millions de valo et là ils disent ouais les gars ils sont en train de faire 5 millions d'ARR. On va revenir sur la notion d'ARR. Average Recurring Revenue. Non, ouais. Annual Recurring Revenue. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la notion d'ARR, qui est censée imprimer un revenu annuel, est maintenant utilisée pour dire Annualized Recurring Revenue. Qui n'a rien à voir. Bah oui, parce que tu peux avoir une semaine de revenus et dire bon bah si je garde tous ces revenus pendant l'année, je vais être à ça.
mais c'est très différent parce que au milieu tu vas avoir total. Là, on fait, c'est de la flûte à bec. Hein. Et donc mais je vous donne les chiffres. T'as beaucoup de ça. Je vous donne les chiffres parce que je suis tombé sur cet article qui est génial où il y a tout un tas de chiffres. D'ailleurs, allez le voir. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Super article qui a compulsé tout un tas de chiffres. Mais regardez ça. Midjourney, 10 employés, 200 millions justement d'ARR. Alors je ne sais pas si c'est du annual ou du annualized recurring revenue. Ça ne le dit pas. 10 employés, 200 millions par an. 11 Labs, 30 personnes, 100 millions. Copy AI, 25 employés, 80 millions. Feed Hive, 4 personnes, 1,5 million. Enfin, on n'avait jamais vu ça avant. C'est assez impressionnant. Et quand vous regardez le graphique, on se rend compte que oui, il est en train d'apparaître des petites startups qui sont des stars dans le domaine de l'AI, en tout cas aujourd'hui, qui, avec très peu d'employés, font des chiffres d'affaires qu'on ne connaissait pas avant. Le deuxième graphique, le revenu par employé, mais c'est assez... Enfin, moi, Midjourney, je suis scotché. Je rappelle que Midjourney n'a jamais levé d'argent. Ils sont même pas passés par la case VC. Mais ton graphe, il regroupe plusieurs choses. T'as des boîtes qui vendent un service livré. Donc ça, c'est en effet, c'est la beauté de l'AI, c'est qu'aujourd'hui, tu vas capturer du business qui n'était pas capturé dans le software. Donc en fait, tu as des vagues de services, genre nous ce qu'on fait chez Fint, c'est automatisation de procédures financières, mais du coup si tu veux générer des images ou des vidéos qui avant étaient faites par des agences, bah, c'est du service. C'est le cas de Midjourney, par exemple. Donc tu vas capturer ça. Après tu as d'autres choses, tu as des boîtes dedans qui vont justement annualiser leurs revenus parce qu'ils sont sur des souscriptions ou des abonnements qui sont mensuels ou parfois même qui sont au package. Tu vois, genre tu vas générer 10 images Aragon, tu vois, tu vas acheter tes 80 images LinkedIn pour Aragon, ça fait des photos pour tes profils de médias sociaux. Et donc après, ils vont essayer, les gens qui veulent faire du clic, comme le monsieur sûrement ou la madame qui a fait ce graphe, ils vont essayer de regrouper tout un tas de boîtes qui ont pas du tout les mêmes business models en essayant de prendre la notion de annualized ou annual recurring revenue. Et donc ça, c'est assez dangereux. Je pense que ça crée des choses. Et d'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle Jasper.ai qui fait partie de la première... Bah non, sûrement pas, parce qu'ils font partie de la première génération. Ils sont sortis 2022-2021, je pense, avec Copy.ai, par exemple, qui faisait, en fait, marketing content, donc des social media content, etc. Eux, ils sont allés au 1 billion valuation très rapidement, parce que, justement, ils forçaient un peu les contrats sur du contrat d'1 an. Ce qui s'est passé, c'est que les VC, ils sont allés en fond, ah ouais, c'est génial, nouveau business, il faut y aller. Au bout d'1 an, ils ont beaucoup de mal à garder les clients parce que GPT-4 était sorti en même temps et puis tout un tas d'outils. Ils se sont fait écraser par GPT-4, c'est ça? Notamment, et puis toute la concurrence qui est arrivée derrière. Et surtout, leur revenu, il n'était pas du tout récurrent. Ils ont eu un churn de malade et ils n'ont pas réussi à grow into their valuation, comme on dit. Et voilà, donc ça montre que en fait ces exemples de boîtes qui vont vite à la grosse valorisation, ce qui est difficile, c'est après la conserver. Quand je vois toutes ces employés quasiment, ces sociétés zéro employé, je me dis où est la barrière à l'entrée? Parce que avant, pour créer un bon product, fallait des bons ingénieurs, des bons sales pour le vendre, etc. Donc, si demain, tu peux, en un an, créer un truc IA qui fonctionne sur différents LLM pour créer un produit, tu peux te faire copier tout aussi facilement. Donc, je trouve qu'il faut se recréer des barrières à l'entrée. Et je pense que Midjourney, ce qu'ils ont très bien fait, c'est la communauté. Et ça, c'est l'or de ces boîtes-là. C'est pas les employés, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on a shifté il y a toujours des gens. Mais en fait, c'est les gens qui vont soutenir ton projet autour. Et ça, c'est beaucoup plus dur de créer une communauté engagée que de recruter des sales. Ouais. Comme dans l'open source. Mais vous savez, rien de neuf en fait. Hein, parce que là, je parle de l'open source, c'est déjà le cas. Dans l'open source, il y a deux visions d'un projet open source. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Soit t'es ce qu'ils appellent un stadium, c'est-à-dire que t'as peu de contributeurs, c'est-à-dire peu d'acteurs sur le terrain qui jouent et beaucoup de gens qui dans le stade utilisent et regardent et utilisent ce que tes quelques contributeurs font. Soit t'es une fédération où là t'as beaucoup de monde qui contribue et qui utilise en même temps. Si t'es une fédération, ton moat, c'est-à-dire ta défensabilité, elle est absolument énorme. Mais ce à quoi ça me fait penser au-delà de l'open source, et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est tout ce business des apps quand l'iPhone est sorti. Il y avait ce phénomène-là où aussi tu avais des gens qui, sortis de nulle part, fabriquaient des apps mobiles qui rencontraient un succès fulgurant
alors peut-être pas forcément en termes de revenus à l'époque, mais surtout en termes d'utilisateurs, et qui atteignaient des valorisations absolument incroyables. Et on se rappelle de plein de trucs comme ça, dans le gaming aussi. C'est Tapelicious qui s'était fait racheter, en fait, 1 milliard par Disney. Exactement. T'avais WhatsApp, aussi WhatsApp, Instagram, des choses comme ça. C'était à peu près la même chose, avec aussi très peu d'employés, et on parlait pas d'intelligence artificielle, mais on n'était quand même pas dans ces ordres de magnitude, parce que là, encore une fois, revenus par employé. Alors, je suis d'accord avec toi, NJ, dans ce graphe, il y a un peu à boire et à manger, parce qu'on va trouver des trucs comme OpenAI, Anthropic, Midjourney, qui sont des vrais fabricants de LLM, et d'autres trucs qui sont plus des rappers qui par-dessus, comme Fint. Hein. Rapper. On est tous des rappers. On est tous des rappers de quelque chose. On est des... Vous avez vu ce mème là où t'as un VC qui dit à un start-upper ouais, en fait vous êtes un rapper, c'est-à-dire en gros vous avez pas votre propre LLM, vous utilisez une technologie et vous fabriquez un service au-dessus d'une technologie déjà existante, et t'as l'entrepreneur, le start-upper qui répond au VC, bah toi aussi t'es un rapper sur des LP, quoi. C'est exactement la même chose. Ça. Tu utilises pas ton argent, t'es le rapper des LP, tu utilises l'argent des LP pour faire tes investissements. Il est très drôle. Mais non, mais regardez le revenu par employé. Midjourney, 4,1 millions de dollars par employé. Juste, hein. Si on compare au Mac 7, c'est plus que Nvidia. Alors bon, c'est dans le même ordre de grandeur quand même. Les ordres de grandeur, peut-être qu'on compare ici des choux et des carottes. Je suis d'accord avec vous, mais c'est assez impressionnant. NJ, tu me disais aussi c'est peut-être aussi un phénomène un petit peu de mode, parce que aujourd'hui, c'est surtout des services aux entreprises, cette histoire-là, et que les entreprises sont en telle panique qu'elles testent plein de produits. Et ça veut dire quoi? Ils ont tous les mêmes clients, ces boîtes? Alors, il y a en effet une course à l'armement dans les entreprises, et tu vois, qui vont te contacter quand tu es une start-up. Nous, on reçoit énormément de demandes de grosses boîtes qui veulent faire des pilotes, en fait. Et donc, dans les pilotes, tu as des choses très carrées, avec des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, avec des budgets et des temps. Et puis, tu as des choses complètement farfelues. Et là, je sais, il y a des startups qui sont très fortes à vendre un pilote. Ils vont le vendre 50 000, 100 000 $, et puis ils vont enchaîner les pilotes. Et on a une histoire comme ça qui est sortie dans TechCrunch la semaine dernière. Une boîte qui a levé d'ailleurs pas mal d'argent, qui s'appelle 11X, et qui fait du sales AI, quoi, enfin du commercial en AI. Et qui a été, entre guillemets, accusé par TechCrunch et des journalistes qui ont fait l'histoire d'utiliser des logos de pilotes ou même de free trial, donc de gens qui avaient juste consommé le service quelques jours, et de les utiliser comme logo, et aussi de artificiellement gonfler leurs revenus. Donc c'est vrai que il y a des startups qui doivent réussir à convertir ces fameux pilotes en vrais revenus durables, etc. Mais tu as tout un tas de boîtes qui gonflent leurs revenus pour aller ensuite lever des fonds, puisque les VC aujourd'hui cherchent des boîtes. Ils sont cons, les VC, ils vérifient pas, ils font pas de due diligence. C'est pas la première fois que tu vas avoir une bulle qui est créée ou en tout cas alimentée par des fonds VC. Ça fait partie du game aussi. T'as déjà pensé à investir dans des chaises ou des bureaux? Non? Eh bien, c'est exactement ce que Enki te propose. J'adore cette startup. Leur modèle de mobilier par abonnement permet à des boîtes comme Kimono, BPCE ou même des hôtels ou des restaurants de s'équiper sans exploser leur trésorerie avec du mobilier neuf ou reconditionné. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'ils ouvrent aussi le financement de ces projets à des gens comme toi et moi via leur plateforme Enki Invest. À partir de 500 €, tu finances du mobilier d'entreprise avec un retour entre 7 et 8,5% et ton capital est garanti par Enki. Pour te lancer, c'est super simple. Tu vas sur enki.com/enki-invest et avec le code ENKICARNET, tu récupères 100 € de crédit offert pour ton premier investissement. C'est du concret, c'est rentable et j'ai mis tous les liens dans la description de cet épisode. 11X AI, tu en parles. Si on regarde le site web, c'est assez magique en fait. Ceci, en fait, on se dit mais là, on est vraiment dans le futur. C'est-à-dire que c'est une boîte qui dit quoi? C'est une boîte qui dit vous avez plus besoin d'employés. On va vous mettre des agents autonomes capables de faire le travail d'un assistant de direction, d'un customer success, d'un analyste, je sais pas quoi, et qui va avoir des résultats soi-disant à la hauteur d'un humain. Alors, comme tu le dis, c'est pas du tout le cas parce que le churn est absolument colossal. En fait, ça marche pas, cette histoire. La techno, elle est pas prête pour ça.
Ouais. Pour le côté Eleven x11 niveau beauté, quoi, parce que par rapport aux collègues et compagnie, ils sont assez stylés. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont C'est beaux. clair. Ah oui, non, mais t'as envie effectivement d'avoir ce mec en collègue ou cette fille à côté de toi. Tu te dis, mais là, on retouche à ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté un peu asocial, qui est un peu flippant quand même, c'est de se dire, bon, les gens, ça fait chier. Parce que c'est un petit peu ça, ce que Surtout dans la Silicon Valley. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu choisis la boîte dans laquelle tu vas bosser, mais tu choisis pas ton collègue. Et ton collègue, ça se trouve, il est con comme une plante, et il pue. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, on est dans une sorte de truc un peu délire dystopique où là, tout d'un coup, tu choisis, t'as pas à t'emmerder avec des collègues, et en plus, ils sont visuellement attractifs. Ce qui fait que tu as envie de bosser avec eux au quotidien. Bon, ça marche pas, mais c'est pas grave, quoi. En gros, c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est un peu flippant, ça. Hein. Au-delà de ça, ce que tu abordes, c'est que les gens qui créent ces services, qui créent toutes ces technos, sont des super introvertis. Et dans la Silicon Valley, mais c'est horrible. Par exemple, si tu regardes la dating scene, les gens, ils datent plus, en fait. Ils ont peur de parler, ils se parlent plus. J'étais à Trader Joe's avant-hier, et j'entendais une conversation hallucinante entre deux nanas qui commence à parler de product management et comment tu ferais telle chose, etc. Et ensuite qui dit t'as été daté, mais vous avez parlé de quoi? Elle était paniquée. Comment tu parles? Et non, mais c'est bon, on fait des game boards, des board games. On avait des cartes avec des questions. Et c'est révélateur, mais tous les fondateurs de YC, tous les fondateurs, excuse-moi Angie, mais non, moi je suis marié, j'ai des enfants. Introvertis, ne savent pas se parler, et donc s'ils peuvent éviter d'avoir un sales, s'ils peuvent éviter d'avoir un customer support, d'embaucher, ils vont le faire, ils veulent derrière l'ordinateur. Non, mais ils ont peur aussi. Ils ont peur. Mais ils ont peur de l'autre. C'est terrible. Ouais. Et par contre, tout ça c'est remplacé, pas par un zéro employé, c'est remplacé par une communauté. Les gars, je vois, en fait, donc tu sais, mon fils fait YC en ce moment. Oui, d'ailleurs, on le célèbre. Georges vient de rentrer chez YC. C'est pas encore complètement officiel, mais on va pas dire ce qu'il fait. Mais c'est le plus jeune fondateur. Il est pris chez YC, par contre, ça c'est sûr. Il a commencé en fait le 7 avril, et c'est le plus jeune fondateur YC jamais rentré chez YC. Il a quel âge? 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans. Il n'a pas fini le lycée. Voilà. Ouais, et ça, sa mère, elle fait la gueule. Là, quoi, non, parce que c'est bon, on va finir le lycée. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est ils ont un réseau, quoi. Alors c'est YC, et je pense que maintenant, être un bon entrepreneur, zéro employé, t'as jamais vraiment zéro. Par contre, t'as une énorme communauté, et ils apprennent par peer exchange, à travers du Slack, à travers en fait des forums, à travers un ordinateur, pas en direct. Pas trop. Stéphanie, j'entends ce que tu dis et c'est très très vrai. En fait, t'as plus besoin maintenant, et Flavie ne me dira pas le contraire, d'une communauté que d'employés. D'ailleurs, on pourra se poser la question, peut-être que demain, être membre d'une communauté deviendra un boulot. Ça l'est déjà un petit peu dans le monde de l'open source. Ça commence à le devenir. Et de la blockchain avec les tokens. Absolument. Mais sociologiquement, je voudrais rester sur l'aspect sociologique. La communauté, c'est pratique parce que c'est une marée humaine. On n'a pas à dealer avec la complexité de l'humain en tant qu'individu. On est face à une communauté. Donc, voilà, on deal pas avec Georgette et Jean-Michel. On deal avec ma communauté. Donc, c'est pratique. J'ai pas à gérer les individualités. Ouais, j'allais rebondir sur ça parce que ça pose donc un problème sociologique de dire ouais, ok, c'est très bien d'avoir une communauté. Et je sais que vous êtes très communauté. Moi, je suis pas super communauté en vrai, parce que je pense qu'il y a quand même. Ouais, toi, t'es un mec assez solo Non, moi j'aime bien les équipes. En vrai, si je peux grossir une équipe et tout, tu vois, j'aime bien quand même ce côté-là. Mais surtout, ça pose un problème de où est la valeur, parce que il y a communauté et exploitation. Alors je veux pas faire le communiste à deux balles, tu vois, parce qu'en plus d'ailleurs je vote pas communiste, mais le problème, tu le vois d'ailleurs dans les modèles. D'accord, là tu prends Anthropic ou OpenAI, ils ont 2000 salariés plein temps. Combien de gens ont participé à l'évaluation des modèles, ce qu'on appelle au human feedback, pour justement noter ces modèles, et combien d'entre eux vont toucher 1 centime
de OpenAI. Donc en fait, zéro, hein. Voilà, zéro. Donc en fait, t'as beaucoup de ces boîtes-là. Viser les conditions générales de ChatGPT. Exactement. On l'utilise, ça crée énormément de valeur. On paye d'ailleurs pour l'utiliser, mais en fait, tout ce qu'on apporte dans la machine, on travaille en fait pour OpenAI. Bien sûr. Et alors avant, on disait quand c'est gratuit, ça veut dire que t'es le produit. Non, mais là maintenant, c'est quand c'est payant, t'es le produit aussi. T'es tout le temps le produit. Et d'ailleurs, il y a une boîte aussi qui s'est fait épingler là, qui s'appelle Nate. Où justement le CEO a essayé d'optimiser pour ce fameux KPI, ce fameux métrique de dire j'ai le moins d'employés possible et tout est fait par de l'AI, pour qu'en fait les journalistes, et puis il y a eu des investigations, trouvent qu'en fait c'était des gens aux Philippines qui faisaient le personal shopping de l'application. Et donc le gars, c'est une application en gros, tu disais voilà, je veux acheter une caméra XY et j'en ai besoin la semaine prochaine, va me la trouver, tiens, t'as déjà mon numéro de carte bleue, tu peux faire le paiement à ma place, etc. Et la promesse était que c'était des agents IA qui faisaient la recherche et l'achat à ta place, sauf que effectivement c'était une communauté. Une communauté de freelance mal payés aux Philippines. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas nouveau, ça. Magic, à l'époque, il y a quelques années, faisait la même chose, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Magic, ils sont toujours actifs. Je peux rebondir là-dessus quand même, parce que moi, je suis borderline quand même avec le soloprenariat. Et j'ai bien conscience de ça, parce qu'on en avait déjà parlé dans Silicon Carnet de la solitude dans laquelle la technologie nous incite à être, parce que c'est génial de choisir son Netflix sans devoir le regarder avec ses parents ou ses enfants. C'est génial de choisir sa place isolée, solo, dans le train. C'est génial de bosser chez soi, de faire un podcast et de faire que des trucs en visio et tout. T'as aucune contrainte, mais clairement, tu deviens un peu associable quand même sur les bords. Et moi, je me rappelle au début, quand je sortais de chez moi, pas que sur les bords et tout, j'étais pas sereine, j'arrivais plus à regarder les gens dans les yeux, tu sais, la boulangère et compagnie. Donc, j'ai conscience de ça. Et moi, je suis dans un entourage, je suis très entourée. Donc, moi, je vois les freelances en vrai. On va se faire des bouffes à Nantes le midi, etc. J'ai des enfants, je vois les parents d'élèves, etc. Donc, j'ai une vie sociable. Mais je pense que si t'es le geek tout seul en train de builder, t'as 0 employé compagnie, que t'as pas de nana ou pas de mec, pas d'enfants, etc. Là, t'as un vrai risque, en fait, de t'isoler complètement. Et les communautés, c'est comme Netflix, c'est on-off. Donc, quand tu veux plus écouter les gens. Ouais, quand t'en as marre, tu stoppes, quoi. Tu sors de Discord et t'as plus de contraintes. Ouais, moi, ma femme, quand j'en ai marre, j'ai pas trouvé de bouton on-off, hein. Allez, les commentaires. Tu dois faire un podcast. Oh là, les commentaires. Mais par contre, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus d'expérience en physique. Et ça se voit à San Francisco, en fait, où tous les retails vont commencer à se transformer en expérience. Et finalement, tu vas aller pas rencontrer des gens, mais être avec des gens autour de toi. Les concerts, tout ce qui est physique, en fait, est en train d'éclater autour de ça. Mais on va dans un monde de solitude. Mais t'inquiète pas, t'auras une girlfriend AI. Julian, il est pas mal, hein, d'ailleurs. Oui, bah, bien sûr, Julian. Le Phone Agent, il est pas mal. Ouais, tous. Hein, je pense que Alice, il coûte pas cher, hein. Tu vois, c'est les nouveaux gigolos, quoi. C'est pour 20 balles par mois, tu peux avoir Julian quand tu veux. Je me demande aussi si c'est pas l'extension logique. Je reviens vers toi, Flavie, de ce phénomène solo founder où on a vu émerger toute une génération d'influenceurs qui balançaient sur les médias sociaux. J'ai fait 100 000 de revenus en 3 semaines, sans équipe, sans code, sans lever de l'argent, etc. Je suis le plus riche. Regardez-moi dans mon jet. Bon, il y a marqué 0 mètres d'altitude dans le jet. On comprend que le jet, il a jamais décollé de sa vie, quoi. Mais est-ce que finalement je pense à des Daniel Vassallo par exemple ici aux US ou même Thibaut InShape en France, il y a beaucoup de ça, quoi, en fait, qui racontent, qui vendent et qui font plein de chiffres d'affaires. Est-ce que finalement c'est pas un peu générationnel cette histoire? Ah ben clairement. Alors moi, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi je fais beaucoup de build in public, donc clairement je contribue à ce mouvement, même si je me considère pas du tout dans la même catégorie que Thibaut InShape pour tout un tas de raisons. Mais oui, moi je documente mon parcours parce que je pense que c'est intéressant pour que des freelances qui se tuent à la tâche se disent mais attends, en fait il existe des solutions pour quand même avoir du temps pour tes enfants, pour gagner plus sans travailler plus, tu vois, parce que le risque du surmenage quand t'es une one person business, il est énorme. Je sais que la moitié des entrepreneurs sont en burn-out, mais alors quand t'es tout seul, tu vois, tu supportes tout seul le stress et compagnie. Donc clairement, après, si tu veux dire par là, est-ce que les mecs qui utilisent des IA et qui vendent des IA et qui racontent ça, hype leurs propres produits, bah oui,
Mais en fait, tous les founders font ça, quoi. Quand tu racontes en fait ton produit, tu dis qu'il est génial et tu le auto-hype. Enfin, tu vois, donc je sais pas si c'est ça. Non, que mais tu avant voulais c'était fake it until you make it. Maintenant c'est fake it until you automate it. Il y a vraiment, c'est même plus la question de make it. Il faut aller jusqu'à une automation complète. Bon, est-ce que vous pensez que ça, tout ce dont on parle là, ça s'applique quand même à des sujets ultra tech dans le monde des startups. Est-ce que ça marche dans d'autres secteurs que celui des startups? Moi, je vois juste proche de moi, dans mes potes salariés quand même, que ils commencent à l'utiliser aussi, et notamment des potes managers. Contre toute attente, où on pourrait se dire le management c'est un truc vraiment humain, bah détrompez-vous. En fait, le management, il y a beaucoup d'analyse de situation, de routine, de répétition, de cartographie des gens, des performances et tout. Donc moi, je le vois beaucoup utilisé dans ce contexte-là. Après, j'en ferai pas une généralité, mais voilà un petit feedback de la vraie vie, des gens qui vont encore au bureau, en voiture et tout. Est-ce que c'est du Ghost AI, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça sans en parler à personne et pour faire mieux leur travail? Par exemple, tu parles d'un manager, bah c'est facile de poser la question à ChatGPT. J'ai des entretiens annuels à faire. Ponds-moi un framework, expliquer une situation que tu as avec un salarié à ChatGPT qui va très bien la comprendre et qui va t'aider sur la psychologie peut-être de ton employé que toi-même tu n'es pas capable d'analyser et qui va, et c'est ce genre de pratique qu'ils ont aujourd'hui. J'ai pas vu du ghost et je trouve que c'est un peu con de faire du ghost parce qu'en fait aujourd'hui, au stade où on en est, quand tu montres que tu sais utiliser l'IA pour faire des trucs intelligents, tu ressors en mode star. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont là, ah montre-moi, etc. Donc ce serait complètement con de le cacher. Mais effectivement, j'ai entendu des stats, je les ai pas, mais des études qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui masquent ces gains de productivité, enfin qui masquent l'usage de l'IA pour pas qu'on voit que en fait elles sont pas à temps plein sur leur task et pour pouvoir vivre leur vie à côté ou peut-être avoir un side business. Angie, le Startup Playbook, celui que nous a inculqué YC en particulier, je te pose la question à toi puisque tu es un alumni de YC. Ce playbook qui disait build fast, hire fast. Alors moi je disais fire fast, tu me disais non c'est pas forcément le mantra de YC, et raise faster. Où on nous disait que culture eats strategy for breakfast. On se rappelle de toutes ces phrases là. La croissance, bah elle s'achète. La croissance c'est mettre du pognon sur la table pour croître. L'équipe c'est la clé, surtout early. Tu vas lever de l'argent sur les cofondateurs et l'équipe qui était là au départ. Il est obsolète ce playbook? Non, je pense pas. Moi, je pense que en effet, tu as une vague de VC nouvelle génération et peut-être de founders nouvelle génération ou même de gens qui sont arrivés sur la startup plutôt par en effet le solopreneur ou le build-in public qui pousse cette vague de on va faire beaucoup plus tout seul, plus longtemps, sans VC, sans employés, etc. Chez Y Combinator, le truc c'était plutôt de dire hire slow, fire fast. Donc prends ton temps pour recruter, sois sûr que tu as besoin de recruter parce que ce qu'on fait tous quand on démarre une boîte, c'est se dire on a un problème, on recrute quelqu'un. Comme ça, on met la personne soi-disant experte sur le problème et notre problème il va se résoudre, ce qui est souvent pas le cas. Et donc c'était plutôt ça, et plutôt essayer de dépenser ton argent le moins vite possible. Pour le coup, plus tu restes en vie dans ta boîte, plus tu as des chances que quelque chose se passe pour toi. Par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphanie, par exemple, parce que je pense que les boîtes qui vont gagner vraiment les marchés et qui vont rester leaders de leur marché, ça va pas être les gens qui jouent à 3 et 4 agents, tu vois. Ça va être les OpenAI qui recrutent les meilleurs, qui met des comptes à 1 million. J'ai vu les gens de Google, là, j'étais à Las Vegas pour Google Cloud Next la semaine dernière. J'ai jamais vu des employés de Google aussi excités par tout ce qu'ils sont en train de construire et de ship. Je pense que les leaders vont rester ces grosses boîtes. Et pour une startup qui est backée, parce que pareil, je pense aussi que c'est très difficile quand même de vraiment gagner des parts de marché au-delà du 5 millions d'ARR, mais vraiment aller dans les 100 millions, puis après éventuellement faire une exit. Tu n'attires pas des mouches avec du vinaigre, ou c'est quoi, des abeilles, ou je sais plus ce qu'on dit. Oui. Ah non, c'est ça, du mouche avec... Ils étaient en train d'allumer les réverbères dans la rue avec du vinaigre. Ouais. Et ben en fait, on peut aller beaucoup plus loin avec du vinaigre. C'est un peu flippant, ça. Hein. Mais tu vois, il faut du VC.
et il faut aller chercher les meilleurs parce que au final, le job d'un entrepreneur, c'est pas que de construire les meilleurs agents, c'est aussi de s'entourer des meilleures équipes, quoi. Tu mélanges quand même les pommes et les oranges, ou je sais pas ce que tu mélanges. Ouais, ça dépend pour mais les mouches. Quand tu parles d'OpenAI, tu parles de un peu plus de deep tech qui va faire de la recherche, etc. Alors moi, je parlais plus de wrapper, de SaaS équivalent. Ouais, mais même pour moi, on va pas. Enfin, en fait, une startup, c'est de l'innovation. Si t'es capable de faire 100 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires avec quelque chose que tu fais sur un Replit, Bolt ou Lovable, c'est super. Mais c'est comme, pour moi, c'est de l'artisanat. Ça reste. Donc en fait, il faut que la startup qui va chercher des fonds soit capable de sortir une exit à 1 milliard, ou en tout cas avoir un impact à 1 milliard. Je parle d'exit, je parle même pas de la valorisation. Et pour moi, ça c'est important en fait. En effet, la barrière technologique remonte pour que des startups soient vraiment valables. Après, faire des business, lifestyle, etc., c'est génial. Mais je pense que c'est quand même 2 styles de vie différents. Et ça m'étonnerait quand même qu'il y ait des boîtes qui soient encore en vie dans 20 ans. Et on en parle comme des boîtes qui ont révolutionné une industrie, qui se font avec, ce que je dis, avec une personne et 4 agents AI. Moi, je pense que c'est une question de go-to-market. C'est que quand ton go-to-market est complexe, c'est impossible de faire ça avec des agents ou des agents à 20 balles, individus. Ouais. Mais dès que tu es dans du B2B enterprise, ton go-to-market, il est super compliqué. Et donc là, tu as besoin de fabriquer des équipes avec des experts dans des domaines très très précis. En consumer, c'est faisable quand même de scaler. C'est faisable d'être un peu nombreux en consumer. En B2B, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout si tu vas à l'entreprise. Mais je pense qu'il y a un modèle de développement d'entreprise entre early stage et séries B, C qui est différente, où maintenant tu vas d'abord créer ta communauté et ton marché, et après tu vas étendre ton produit, après tu vas scaler ton produit, tu vas même te diversifier, et là tu vas aller sur un marché qui va être beaucoup plus gros. Mais d'abord, tu as besoin de trouver un marché. C'est pas ta techno, c'est pas ton produit. On sait très bien que les early stage, le product market fit, c'est super dur à trouver, et c'est sur une feature, c'est sur un petit problème. Tu fais ça, tu développes ta communauté, et après tu peux aller sky is the limit. C'est différent. Avant, c'était tout de suite la techno. Je vous montre ce petit tableau que d'ailleurs j'ai fait grâce à ChatGPT, qui m'a fabriqué ce visuel automatiquement en 12 secondes. Où ça je se voit compare... d'ailleurs, il y a des erreurs. Il y a IA et AI. Oui, parce que je lui ai parlé en français, il savait plus s'il devait parler en français, mais il met un accent sur dev. C'est mal fait, voilà, Carlos. bon, mais j'aurais pu lui demander de corriger, mais ça n'en valait pas la peine. Mais voilà, ça c'est le modèle traditionnel qu'on connaissait. Donc on prend les fonctions classiques, product, tech, support, growth. Il fallait un product manager, un designer, un dev front et back. Pour le support, on externalise offshore, voilà. Et pour le growth, on recrute un growth hacker et peut-être un data analyst éventuellement si effectivement il y a du growth. Dans une startup AI first, alors là, vous voyez, c'est différent. Product, on prend un solo founder, on demande à ChatGPT. Ça, j'ai des gens qui m'ont expliqué ça ici dans la Silicon Valley. Ils killent des idées en 72 heures. C'est-à-dire que il demande à ChatGPT, voilà, j'ai cette idée, explique-moi pourquoi c'est pas une bonne idée, quel type de personne je dois aller interroger, quelles questions est-ce que je dois poser pour valider si je suis vraiment en train de régler un problème. On sait que la principale raison d'échec des startups, c'est qu'elles pensent régler un problème qui n'existe pas, et grâce à ça, on peut très vite valider ou invalider une idée. Et Figma AI permet de faire des mock-ups, des maquettes, et de construire ensuite un site web pour expliquer que le produit existe déjà et que tu peux le commander, le précommander, c'est-à-dire demander du revenu en précommande pour valider, savoir si les gens veulent acheter ou pas ce produit-là. On voit que le modèle, il a rien à voir, même sur la partie tech. GPT-4, Code Interpreter, un Replit, Ghostwriter, voilà, le support externalisé, etc., etc. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce nouveau playbook parce que je trouve qu'en gros, pour passer de 0 à 1, l'IA, c'est quand même compliqué, même malgré les petits use cases que tu montres là, parce que déjà, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de potentiellement d'erreurs parce que typiquement, c'est souvent quand tu te lances sur un mauvais marché que tu vas avoir
de la data client qui va te faire trouver ton bon produit. Tu vois, donc par exemple les pivots, on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas en restant dans le cul dans ton canapé, en essayant de trouver la meilleure idée du monde que tu vas la trouver. Et c'est pas ChatGPT qui va te la donner. Donc je trouve que là il y a un petit côté dangereux. Là où moi je vois la puissance de l'IA, c'est plutôt pour la partie scaling. Donc moi j'ai déjà une communauté, un média, un produit, etc. Et là pour Scale, c'est beaucoup plus facile de lui donner toute ma documentation, mes 50 podcasts pour qu'il puisse s'exprimer comme s'il était moi. J'ai beaucoup de créations de propriété intellectuelle originale en fait qui me distinguent aussi du marché, parce que deuxième écueil de ton modèle, c'est tous les trucs qui sont faits par Lovable par exemple. J'ai testé pour faire une page de vente et tout ça. C'est bien fait, ça t'évite la faute de goût totale, mais c'est pas émotionnel, c'est pas le truc qui va te faire acheter. Donc en fait, tu as un produit un peu random avec une page de vente, OK. Est-ce que c'est ça qui va te faire trouver ton product market fit? Franchement, j'en doute. Une sorte d'uniformisation quelque part. Et tiens, c'est très drôle. Vous savez, je lisais une étude l'autre jour. Ça va dans ce sens-là, qui expliquait qu'en fait, notre monde est de plus en plus noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude de designer sur les publicités, par exemple les couleurs des voitures. Avant, dans le temps, il y avait plein de couleurs différentes de voitures, et aujourd'hui, c'est essentiellement noir, gris, bleu marine, un peu rouge et du bleu. Donc il y a une sorte d'uniformisation. Un bon exemple de ça, c'est Apple Store. Hein. Il y a une sorte c'est monochrome. On rentre dans un monde monochrome. Et ce que tu expliques là, je sais pas, ça me fait penser à ça. Il y a une forme de monochromie aussi de la page web, de l'application. Tout se ressemble. Et au final, est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on se distingue du lot? C'est pas justement en faisant des trucs qui se ressemblent. Je regarde mon tel, là j'ai ChatGPT noir et blanc, Notion noir et blanc, X noir et blanc, Thread noir et blanc. Exactement. C'est des tendances de design aussi, parce que ça véhicule une image en fait. Quand tu mets du violet sur du noir, ça fait tech tout de suite. Tout le monde le fait. Non, mais il y a aussi le fait, je pense, de ne pas vouloir prendre d'avoir un parti pris dans cette monochromie. C'est-à-dire c'est aussi très pratique. On est noir et blanc. Bon voilà, personne te reprochera d'utiliser du noir ou du blanc. Mais si tu te mets à utiliser des couleurs un petit peu différentes, regardez le logo de Slack, où il est complètement démodé aujourd'hui. Ce logo. Mais dans un monde d'incertitude, en fait, tu peux pas en fait avoir trop d'originalité partout, parce qu'en fait les gens ont besoin de se raccrocher sur des choses sûres. Et on est quand même dans un monde en fait depuis quelques années d'incertitude, de récession, quoi. On n'est pas dans une phase d'expansion de nos sociétés, peut-être avec l'IA, de prise de risque, de prise de risque, etc. Donc tout en fait est un peu plus modéré. On n'est pas dans les années 60 où en fait c'était après la guerre, les années 50, les années 60 où finalement on était dans une phase d'expansion énorme. Là, je pense qu'on est dans un monde où au contraire tout le monde veut faire attention, faut pas sortir du lot, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas, donc tu vas au choix le plus sage, finalement le moins risqué. Oui, et l'IA t'aide à ça, hein, justement, à éviter de la prise de risque, parce que elle agit comme une sorte de compagnon qui va venir voilà, d'où l'importance aussi de aussi. Voilà, elle est formée là-dessus. Mais ça, c'est, tu vois, ta page, Flavie, ta page qui un peu ressemble à tout le monde. Ça dépend aussi de ta capacité à prompter et de savoir l'emmener, le diriger vers quelque chose d'un peu plus unique, un peu plus de savoir qui tu es. Et ça, souvent, quand tu démarres, quand t'es nouveau dans un produit, dans une compétence, etc., tu sais pas ces distinctions-là qui sont un peu plus fines. Toi, Carlos, qui fait ton podcast, tu sais comment gérer un podcast, etc. Quand tu démarres un podcast, tu sais pas. Donc, t'es forcément tu vas croire que ce que l'IA t'a fait, c'est génial. Bon, après, tu t'aperçois que, en fait, t'aurais dû le guider autrement, t'aurais dû l'améliorer, etc. Sauf que le succès aussi de Silicon Carnet, c'est que j'en ai rien à foutre. Donc justement, c'est la prise de risque totale qui fait le succès de Silicon Carnet aussi, parce que si j'étais conformiste et je sais pas si on aurait le même succès. Je vous propose d'avancer et de parler de ces soi-disant gains de productivité. Est-ce qu'ils sont réels, ces gains de productivité produits par l'intelligence artificielle? Il y a quelques jours, Eric Schmidt est monté, encore lui, on parle souvent de lui dans ce podcast, sur scène à TED. Et alors lui, il a balancé une bombe, il a dit que l'intelligence artificielle, il parle de 30% de gains de productivité.
Bon, en même temps, je le montre sur la photo, il avait mis des chaussettes de clown, donc il nous a prévenu aussi que ce qu'il allait dire, c'était un peu n'importe quoi. Mais plus sérieusement, il y a un vrai sujet là. On entend tout et n'importe quoi sur ces soi-disant gains de productivité. Il y a une personne plus sérieuse, Daron Acemoglu, économiste et professeur au MIT, qui lui vient de sortir un papier. Alors c'est pas un blog post, hein, là c'est une vraie étude avec une vraie méthodologie, où lui parle de 0,07% de productivité nette prévue grâce à l'intelligence artificielle au niveau global. Donc, il faut croire qui? Bah, pas lui déjà. Non, pourquoi? Bah parce que en fait, moi, je pense que déjà, c'est des mesures qui sont faites sur les mauvais principes. Alors, je vais pas remettre en question son travail. J'imagine c'est toute sa carrière, etc. Mais en fait, quand on change de monde, on a tendance à comparer à l'ancien monde. Donc déjà, t'as la moitié des jobs qui existent aujourd'hui qui ne devraient peut-être même pas exister. Tu vois, ça c'est très dur à entendre parce qu'il y a des gens que ça fait 25 ans qui vont faire du fichier Excel, qui vont faire des copies de quelque chose, qui vont faire des tâches répétitives, manuelles, etc. Et aujourd'hui, il y a des jobs qui existaient il y a 200 ans, on se dirait mais c'est fou que les gens ils étaient en train d'allumer les réverbères dans la rue ou que ils étaient en train de changer les sabots des chevaux, tu vois. Et bah exactement ce qu'il fait là, c'est qu'en fait, il va comparer les gains de productivité, non pas avec tout ce qui va se créer aujourd'hui, mais tout ce qui est amélioré par rapport à hier. Et en fait, ce qu'on assiste aujourd'hui dans les gains de productivité de l'IA, c'est de remplacer des métiers qui sont pas vraiment utiles, si tu veux, à l'entreprise et à la création de valeur, ou en tout cas qui le deviennent de moins en moins. Donc, pour ça, moi, ces études, je me méfie beaucoup et je reste très optimiste sur, de façon générale, les gains de productivité, à mon avis, vont être beaucoup plus que ce qui est annoncé sur une étude comme ça. Ça me fait penser cette phrase je sais plus qui c'est qui disait ça. Les économistes avaient prédit avec exactitude 9 des 3 dernières crises économiques et 2 des 7 prochains booms de croissance. C'est exactement ce que tu es en train de dire là. Ils sont très bons pour prédire des crises qui souvent n'ont pas lieu et très mauvais pour comprendre où sont les relais de croissance. Il y avait Pierre Gobil qui me disait l'autre jour que les prévisions économiques, ça existe pour rendre l'astrologie crédible. C'est très mal aussi. Ouais. Flavie, tu voulais réagir? Ouais, bah écoute, moi je le teste, je construis ma one person army, comme je vois aussi comme vocabulaire, c'est-à-dire les agents qui vont m'augmenter. Le problème, c'est qu'en fait, notre cerveau est ainsi fait que dès qu'on gagne de la productivité, on l'absorbe sur autre chose. C'est-à-dire que moi, je vais pas plus surfer, en fait. Depuis que j'ai mon équipe d'IA, je fais d'autres trucs. Donc, en gros, j'ai plutôt décuplé, voire même x30 ma présence sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, on va plutôt assister à des tsunamis. On parlait déjà de content tsunami et la plupart des réseaux sociaux maintenant sont pourris avec que des posts écrits par l'IA, par exemple, sur LinkedIn. Et comme ça demande même plus aucun effort, maintenant, il va falloir filtrer sur ces plateformes parce que ça va devenir imbuvable. Mais tu vois, j'ai pas gagné vraiment des points de vie en plus. Voilà. Et après, deuxième warning. Tu prends l'apéro souvent, hein, je trouve. Deuxième warning que je voulais mettre, c'est... Donc je le dis aux auditeurs, ils le savent pas, mais elle est bourrée en fait, Flavie. Là, il y avait un apéro juste avant là. Non, donc, j'ai pris que une bière. J'étais vraiment très bonne élève et je leur ai dit là, je peux pas. Hein, j'ai un podcast, donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des coûts de maintenance quand même. Donc c'est pas genre t'as fait tes agents, t'es tranquille. Faut vraiment les fine-tuner, revoir sa documentation et tout. Donc c'est quand même un tout petit peu pénible. Et il y a besoin de petites mains aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a des nouveaux métiers, donc maintenance des automatisations et petites mains pour plugger, parce que les agents, ils bossent pas complètement en autonomie entre eux. Donc voilà, on n'est pas encore au stade où il y a le super agent qui fait tout ton taf à ta place, quoi. On se rappelle aussi le modèle de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Ouais. Et il y avait des gens qui expliquaient que parfois plusieurs travailleurs offshore qui vont eux aussi utiliser l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle plutôt cheap, coûte moins cher que ton AI de luxe que veut te vendre OpenAI, puisque là il parle de vendre des agents à $20 000 par mois, voire plus selon leur niveau. Donc on sent bien qu'on y va, comme dit Stéphanie, mais on est encore dans le chaos. On sait pas trop comment est-ce que tout ça va se passer. Qu'est-ce que l'IA fait très bien aujourd'hui,
NJ? Beaucoup de choses. Je pense que la partie contenu, par exemple, la génération de contenu, donc ça fait déjà 2-3 générations de modèles qui arrivent à écrire mieux qu'une grande partie des gens. Alors oui, après on va se battre sur l'authenticité, etc. Mais en vrai, il y a plein de gens qui n'étaient pas capables. C'est pas du Victor Hugo, c'est pas du Ferdinand Céline, mais oui, ou même c'est mieux content, que Jean-Michel. Mais tu peux écrire des mails bien écrits ou des posts LinkedIn qui véhiculent une idée, grosso modo, sans être unique. Mais ça, je pense que c'est très bien géré. Dernièrement, combien de pourcentage de vos mails vous repassez dans ChatGPT? Non, les mails, pas trop, moi. Parce que je suis pas un bon à écrire des gros mails, mais par contre, les posts LinkedIn, j'ai un agent dédié pour ça, en fait. Tu utilises quoi? C'est un ChatGPT? Là, je suis en train de basculer sur Gemini parce que c'est tout intégré dans la suite Google. Maintenant, c'est super bien. Mais ouais, jusqu'à maintenant, j'avais un GPT custom pour mes posts qui s'est entraîné sur tous mes posts depuis Flavie? Depuis que j'écris. Moi, j'ai un agent et j'ai Dust pour construire mes agents. J'ai aussi des GPTs custom parce que je fais du mode vocal. Donc, par exemple, dès que j'ai de l'idéation à faire, des scripts de vidéos YouTube et tout ça, on se parle en fait. Je vais me promener, je lui parle. Ouais, et après, je reviens à ma vidéo. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Mais surtout que c'est le seul qui veut t'écouter en fait. Quantique, j'y connaissais rien. Surtout pour Carlos, je parle. Hein. En vrai, Carlos, ta femme, elle n'a pas envie de faire du brainstorm d'épisodes avec toi. Elle veut plus parler. Elle veut plus parler avec moi. Et elle s'est acheté une bague là. C'est les Aura là. Ah oui. Alors c'est moi qui lui ai offert. Et alors c'est pire que tout parce que maintenant elle me regarde, on est en pleine conversation. Et là elle me dit là je vais me coucher. Hein, ma bague m'a dit d'aller me coucher. Je vais me coucher quoi. Qu'elle disparaît. Donc non, elle a trouvé un moyen pour m'échapper encore plus. Vous avez essayé Reclaim AI, c'est cet agenda intelligent qui non, vous l'avez pas essayé? Ça c'est le prochain truc que je vais essayer. Je l'avais vu passer mais je l'ai pas encore testé, mais j'ai trop envie. La problématique, c'est ça, c'est d'avoir tout un tas d'outils que tu vas tester. Et d'ailleurs, bon, c'est sur ça qu'aussi beaucoup de startups font leur beurre aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde teste au moins 3-4 outils avant d'en acheter un. Et c'est ça qui fait le revenu de ces boîtes, hein. Tout à fait. Ça, hein ouais, non, clairement. Et donc bon, il y a beaucoup d'offres. Après, moi, je suis plus tendance en ce moment d'essayer de tout recentrer, notamment Google Suite. Je trouve qu'ils font un bon boulot parce qu'en fait, ils vont te permettre de vraiment aller chercher sur tes mails. Mais t'es devenu un Google Boy, hein, toi. Bah moi, je le disais déjà que Google, pour moi, c'était la boîte. Parler de Google, ils t'ont invité à Las Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et t'es devenu un Google fan immédiat? Il a des crédits gratuits. Sundar, c'est une longue histoire, mais non. Ouais. En fait, je pense que c'est une boîte qu'on a beaucoup critiquée quand ils ont sorti leur premier modèle et tout. Tu te rappelles? Il y avait de quoi. Hein. Ouais, clairement. Et je pense que c'est bien. Et pour le travail, en tout cas, pour la productivité, avoir des agents qui sont concentrés dans tes mails, dans ton agenda et dans tous tes fichiers Excel, etc. C'est vachement pratique. Non, ils font un super boulot en ce moment, c'est vrai. Ouais. Stéphanie, qu'est-ce que l'IA maîtrise pas encore? Qu'est-ce que l'IA ne maîtrise pas? L'automation. Hein. Tout le monde dit agent, et ça c'est du bullshit. C'est que des assistants. Donc bon, avant qu'il y ait quelqu'un qui fasse de manière autonome, un AI qui fasse des choses autonomes, on n'y est pas encore. Faire des codes qui sont parfaits, on te dit no code, tu peux développer une application, mais sauf qu'elle est buggée et aller débugger là, ça va être compliqué. Il faut savoir coder pour pouvoir débugger. Et puis quand tu es dans une très grosse boîte où tu as déjà toute une legacy sur le code, là c'est beaucoup plus dur. Par contre, c'est très bien pour prototyper, pour aller vite, mais pas pour complètement coder et aller en production sur une application. Ça c'est pas top. Et puis le customer service, on peut en parler aussi, où t'as Klarna qui avait fait beaucoup de bruit en fait en remplaçant 700 agents, en économisant je sais pas combien de millions, et puis finalement il se retrouve à ramener des gens parce que Léa il sait pas forcément tout bien gérer, et t'as besoin quand même d'humains. Et je pense qu'on parle beaucoup, il y a un grand espoir sur tout ce qui est sales, SDR notamment, pour remplacer les sales, mais là la techno elle est vraiment pas là, donc t'as quand même pas mal de boîtes qui se positionnent dessus, mais elle est pas là. Et puis on parle quand même du B2B. Quand tu vends un truc à $10,000 et plus, t'as besoin d'être un humain. Excuse-moi, mais un humain en face, il veut pas parler à un AI, quoi. Il va y avoir une fronde anti-AI qui va arriver parce que, à un moment donné, respecte-moi, quoi. Tu fais de l'argent, mais respecte-moi, quoi. Parle-moi. Pour moi, ce qui a automate un peu les sales, c'est l'avant-vente. C'est-à-dire que maintenant, la génération de leads, tout le content, tout ce content tsunami, il est fait pour que les décideurs s'auto-close un petit peu jusqu'au bout du bout. Donc, on a rapproché
rapprocher de la fin du cycle de vente, mais quand même le dernier kilomètre va falloir un c'est intéressant ça, un implémenteur de compte, quelque chose quoi. Ouais. C'est intéressant ça ce que tu dis Flavie, c'est-à-dire que on est dans le même problème que dans la livraison, c'est le last mile, c'est le dernier mile, c'est ça. Ouais. Exactement, et donc parfois tu crois que tu vas faire waouh, que tu vas virer tout le monde et que tu vas faire fois 10 sur ton CA, et là tu te rends compte qu'en fait le dernier mile, il coûte plus cher que les kilomètres d'avant parce que faut remettre des petites mains, faut faire de la maintenance et des automatisations hyper chiantes. Donc attention à ça aussi, à passer le côté lune de miel, on se rend compte de ça. Bon, on arrive un petit peu à la fin de cette émission. J'ai promis qu'on répondrait à une question dans l'introduction qui est qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui sont hyper angoissés en ce moment sur tout ce qui se passe. D'abord, ils sont angoissés parce que la planète va mal, il y a des guerres partout, on leur explique que l'environnement c'est foutu. Et puis maintenant, il y a les AI et il y en a certains qui arrivent sur le marché du travail et ils se disent mais je vais être remplacé, est-ce qu'il y a du boulot pour moi? Puis il y a des gens, des jeunes aussi qui sont en train de faire des études et qui se posent la question mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des études avec cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos gamins? Il y a deux choses que je voudrais dire. Première chose, c'est que faire une école pourrie qui t'apporte rien, et il y en a quand même beaucoup, ça sert à rien. D'accord? Et qu'il faut aller sur la méga école qui t'emmène un réseau, un nom, parce que malheureusement. Une communauté. Ça existe une communauté, ça c'est toujours important. Mais un truc qui est entre les deux, et je parle pas de lycée, là, je parle vraiment, comment tu dis? Université. École. Ouais. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est sur est-ce qu'il faut apprendre à coder ou pas? Je pense qu'il faut comprendre comment ces AI fonctionnent, comment on code. On va être dans un monde complètement virtuel. On est en train d'arriver dans un monde où on va vivre dans la technologie. La technologie va être encore de plus en plus partout. Bientôt, on aura derrière nous un petit robot qui va être là, prêt à répondre à nos questions pour aller faire la machine à laver ou je sais pas quoi. Et il faut comprendre parce que on peut pas être complètement autonome. On peut pas être autonome si on ne sait pas comment fonctionnent ces machines. Et c'était vrai pour le code quand tu faisais du SAS où il fallait comprendre comment ça marche derrière. Et je pense que ça, il faut quand même comprendre. Peut-être pas au niveau de complètement coder, mais il faut comprendre ce qui se passe. Mais là où il faut vraiment progresser le plus rapidement possible, c'est sur les valeurs humaines, sur les valeurs ne pas avoir peur à parler avec les autres. C'est là que tu vas avoir une différenciation. Parce que tout le monde est dans sa loneliness, tout le monde est trucs, les soft skills. Donc, savoir vendre, par exemple. Je vois sur les fondateurs YC, là, tous les jeunes, il y a eu un dîner des drop-out de YC ce week-end. Et ils avaient du mal, il y en avait quelques-uns qui se parlaient, mais c'était quand même pas évident. Et la chose la plus difficile, c'est faire du sales. C'est faire du sales. Et ça, c'est un skill que tu dois, si tu peux l'apprendre en collège, au lycée, va travailler dans un call center. Faire du théâtre, va travailler dans un call center, tu n'auras plus peur. Ouais, mais il y en a plus de call center maintenant. En stage d'ingénieur, tu fais ça, quoi. Et c'est là que ça va se passer. C'est sur ces skills-là. Moi, je veux bien enchaîner, parce que notamment sur YC, en fait, il y a deux choses qui sont pas compatibles, et je pense que ça fait le jeu un peu des VC, justement, de pousser ce narratif de dire la boîte avec le moins d'employés possible. Pour moi, ça affaiblit le fondateur dans sa capacité justement de construire une équipe au-delà d'une communauté, parce que une communauté, tu vas pas les payer leur salaire à la fin du mois. Si tu peux pas leur payer leur salaire et qu'il y a des gens qui restent et qui bossent avec toi, ça c'est une équipe. Tu vois, c'est une armée, tu vas te battre. Et comme on dit toujours, tout seul tu vas vite, à plusieurs tu vas loin. Et ça c'est vraiment important. Donc je pense d'abord pour les fondateurs qui créent des boîtes, n'essayez pas de faire tout seul. S'entourer c'est top. Ça c'est le premier truc. Et pour les enfants, faites une école. Et pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Stéphanie. Moi, j'ai fait une école de commerce post-bac de seconde zone où j'ai trouvé ma base en fait pour grandir, pour apprendre à vendre. Parce que d'ailleurs, dans ces écoles un peu moins bien, tu as souvent les meilleurs développeurs. Je parle pas forcément des meilleurs ingénieurs, mais tu as les meilleurs développeurs. Et tu as souvent les meilleurs sales aussi, parce que ils ont hustle leur way up. Alors que tu prends des gars d'HEC, ils veulent tous être VP de machin, tu vois. Donc je pense que
C'est vachement important. Je les vois la semaine prochaine, les gars de HEC. Mais je les aime, on les embrasse. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, et tu vois, ma fille la semaine prochaine, elle doit passer une journée avec moi et ma femme à nous suivre dans notre boulot. C'est la journée Bring Your. Elle va se faire chier, hein. Non, parce que justement, alors on va faire un jeu. Je vais l'aider à programmer un jeu avec Replit parce que Replit c'est pas mal pour créer des jeux, tu vois, prompter. Donc là maintenant, elle sait écrire avec le clavier et tout. Et donc lui montrer qu'elle peut créer des choses. Donc leur apprendre à apprendre, ça c'est vachement important, et à continuer à être curieux et à embrasser la technologie et l'innovation. Mais comme pour le coup, Stéphanie, pas d'accord sur l'école de commerce, mais complètement d'accord avec toi sur la capacité à parler avec les autres. Et tu vois, les drop-out, c'est ça la dangerosité du truc, c'est que ça peut créer des super. Mark Zuckerberg. Oui, mais attention, parce que 20 ans après, du coup, il devient le mec le plus sexy de la planète presque. Mais ça a mis 20 ans, quoi. Et il s'est mis à parler et. Il a découvert qu'il avait, une bouche et tout. Mais la différence entre toi et maintenant, Angie, c'est que maintenant, tu as accès à toutes les formations que tu veux en ligne. Et donc, oui, mais tu c'est dois pas les gens. dans la vie réelle. Non, mais si tu parles faire une école pour apprendre des choses. Excuse-moi, maintenant, tu l'apprends. Tu fais tout en ligne. Non, t'apprends rien à l'école. Mais à l'université, t'apprends pas, je suis d'accord. Mais les gens qui sont avec toi en classe à ne rien apprendre, c'est ces gens-là que tu veux revoir après, surtout l'université. Je pense qu'au collège, lycée, malheureusement, on se perd beaucoup de vues. Tu parles de faire la la chouille. Non, pas la même chose. Je pense que Stéphanie est en train de parler, j'en parlais avec Baptiste, notre monteur, qui il donne des cours pour faire de cinéma, des cours sur des aspects très techniques. Mais en fait, ces trucs-là, tu peux les apprendre sur YouTube. T'as pas besoin de payer une école. Mais comme t'as pas besoin de payer une école 10 000 balles par an pour apprendre ces choses-là, parce que l'art de l'éclairage, de comment utiliser un appareil photo correctement, très honnêtement, tu peux l'apprendre sur YouTube. Mais comme tout le monde, quand tu es diplômé, il y a très peu de choses que tu as appris à l'école 6 mois en avant que tu vas utiliser tout de suite. Non, dans une bonne école, t'as appris à raisonner, t'as appris à réfléchir. Ah oui, raisonner, oui, mais bien sûr. Non, mais t'as fait ça, tu l'apprends pas devant YouTube. Mais j'ai pas fait Polytechnique, mais oui. Je pense pas que tu l'apprends devant YouTube à raisonner, non? T'as fait quoi comme étude, Stéphanie? École d'ingénieur, Télécom Paris. Voilà, t'es comme Paris, c'est comme Polytechnique. Oui, et c'est du soft skill. Ce que t'en tires, c'est du soft skill. T'es pas comme Angie. Nous, moi, j'étais à l'université de Limoges. Et Angie, lui, il sort de. Après, j'ai fait. Mais c'est pour ça que je dis. J'ai fait un master à Centrale. Quand même, dis-le. J'ai fait un master à Centrale. Bon, dis-le. Voilà. Okay. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est que t'apprends beaucoup de choses parce que t'apprends pas des hard skills, quoi. T'apprends pas à coder, etc. Mais dans les grandes écoles, t'as vraiment une manière de penser qu'on t'inculte, alors que dans des écoles bon bref, et espèce d'inculte. Le reste, je pense que sinon c'est dans la vie. Elle est complètement en fait, américaine, Stéphane. Mais oui. Ouais. Flavie, toi qui es maman, t'es maman. Tu vas dire quoi à tes enfants? Ils sont encore petits. Ils sont petits, ils sont à la maternelle, donc ça va. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, allez à l'école comme ça, maman, elle se fait des potes grâce à vous, donc les parents d'élèves et tout dans ma nouvelle ville, pour pouvoir faire des chouilles, pour pouvoir pas être tout seul ou pas avoir la solitude qui te pèse quand t'es solopreneur. Okay. Et non, mais moi après, je suis assez d'accord avec le côté soft skills, c'est-à-dire que je vois pas comment tu peux bien te comporter après en tant qu'adulte si t'as pas été sociabilisé. Et en fait, il y a de moins en moins d'espace où on est mélangé, où on est tu vois, on brise l'entre-soi et compagnie. Donc, je pense que l'école, elle est importante pour ça, et je pense qu'il faut lutter sur ça. Et même si on l'a vu dans tes graphes, quand même, les profs, l'éducation et tout, ça va être un des domaines. Paradoxalement, il va y avoir le plus d'IA. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner, ça aussi, parce que si tu les envoies à l'école pour qu'au final, ils se retrouvent devant un ChatGPT qui leur donne des cours, on a déjà ça à la maison. Tu vois. C'est tout ce qui se passait pendant le Covid. Effectivement, ce graphe dit, c'est que l'éducation, et notamment tout le personnel enseignant, n'a pas du tout été automatisé jusqu'à présent. C'est presque préhistorique. On voit qu'il y a 15% des tâches des enseignants qui aujourd'hui ont été automatisées. C'est la courbe bleu foncé, et que la GenAI ferait passer ces 15% à 54%. Donc c'est le gap le plus important, avec aussi toutes les boulots créatifs. C'est là aussi peu d'automatisation jusqu'à présent, et la GenAI, on le voit bien dans la création, elle peut jouer un rôle très très important. Ouais, non, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai cette image du chariot élévateur.
C'est-à-dire que quand on a besoin de transporter un poids d'un point A à un point B, souvent, c'est pas mal d'utiliser un chariot élévateur parce qu'il y a absolument aucune valeur ajoutée à le faire soi-même. Et en plus, on peut se faire mal, c'est dangereux, ça prend un temps pas possible, etc., etc. Et moi, l'IA, je le vois comme un chariot élévateur. Mais il y a quand même des situations dans la vie, et c'est pas que je sais de ce quoi je parle, parce que je ne suis pas l'exemple parfait de ça, même si je vais à la salle de gym, où on lève du poids sans en avoir besoin, et c'est quand on va à la salle de gym. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que aller à la salle de gym, c'est pas qu'on a besoin de transporter un poids d'un point A à un point B, c'est que lever du poids, ça renforce ton corps, et puis ça te rend meilleur aussi, ça te fait sentir mieux dans ton corps, et ça te donne aussi de la confiance. Et je pense que étudier, c'est exactement la même chose. Peut-être que tu n'en auras pas besoin pour transporter ce point A, de ce poids de ce point A à ce point B, mais tu as besoin quand même de soulever du poids et de muscler ton cerveau, parce que ça te donne de la confiance, et ça te permet aussi de te sentir mieux. Donc c'est ça que j'essaye d'expliquer à mes enfants. Alors ils comprennent pas. Donc ils disent c'est n'importe quoi cette analogie. Je suis pas certain que ça marche. C'est une analogie de vieux en fait. Tu ne sais pas ce que tu ne connais pas en fait. Donc du coup ils doivent te faire confiance, mais quand t'es leurs parents, t'es leur père, forcément ils te croient pas. Ouais, absolument. Bon voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous aura aidé et si vous aussi vous avez des astuces, dites-nous dans les commentaires justement ce que vous répondez à vos enfants quand ils vous posent la question, ou est-ce qu'ils vous posent la question d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils formulent cette question? Quelle est leur angoisse par rapport à cette intelligence artificielle et à leur arrivée dans le marché du travail? Je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. Si cet épisode vous a plu, vous pensez à mettre un like, à commenter et à le partager autour de vous. C'est ça qui fait grandir l'émission. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et venez nous retrouver sur l'Hacienda, c'est notre groupe WhatsApp privé et Discord. Les débats aussi sont passionnants. On parle de tous ces sujets-là aussi entre les auditeurs de Silicon Carnet. Il suffit de vous abonner à la newsletter sur Substack. La semaine prochaine, on parlera peut-être de quantique avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Je vais jouer le rôle du Candide. Ça sera avec Olivier Ezrati, Maud Vinet et puis Pierre Desjardins, qui sont tous des entrepreneurs dans le monde du quantique. Ça va être passionnant parce que moi j'ai du mal encore à comprendre cette révolution du quantique. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Hasta luego amigos, bye bye.